Le 11 septembre 2001, un événement qui, d'après l'essayiste Peter Thiel, a fait voler en éclats bien plus que des bâtiments. Il a carrément pulvérisé tout notre cadre de pensée politique. Absolument. Et ça pose une question immense. Est-ce que les idées des Lumières, celles qui ont fondé nos sociétés, est-ce qu'elles nous aident encore à comprendre le monde d'aujourd'hui? C'est toute la question de son essai de 2007, le moment straussien. On va se plonger là-dedans aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un article d'actualité. C'est une vraie plongée dans la philopolitique pour essayer de trouver une nouvelle boussole après ce choc. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de déplier cette pensée. On va suivre Thiel dans un voyage intellectuel assez vertigineux. Ça commence avec John Locke, le père du libéralisme, mais ça va vers des penseurs beaucoup plus sombres. Beaucoup plus sombre et controversé, oui, comme Carl Schmitt ou René Girard. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi ce qui nous semblait évident, la rationalité, le progrès, l'idée que l'économie arrange tout, ça semble plus fonctionner. Que s'est-il passé et dans quel monde on est entré? C'est un peu ça. C'est exactement ça. Alors, commençons par le point de départ de Thiel. Ce qui l'a vraiment frappé avec le 11 septembre, c'est pas juste la violence, c'est l'identité des terroristes. Oui, on aurait pu s'attendre à des gens écrasés par la misère, les déshérités de la terre. Et non, c'était des hommes éduqués de la classe moyenne supérieure saoudienne. Oussama Ben Laden lui-même, c'était un millionnaire. Et ça pose un énorme problème à la pensée occidentale. Depuis Adam Smith et même Marx, d'une certaine façon, on a tout construit sur l'idée de l'homo economicus. L'être humain comme acteur économique rationnel qui cherche son intérêt matériel avant tout. Voilà. L'idée que si les gens ont assez d'argent, de confort, ils vont pas faire de folie. Et surtout pas se faire exploser pour une idée. C'était la base de beaucoup de politiques étrangères, non? Totalement. La théorie, c'était on envoie de l'argent, ça calmera les tensions. Est-il dit que le 11 septembre a montré à quel point c'était naïf? Le coup est pas venu des favelas. Il est venu d'une élite qui avait accès à tout. Leur motivation était ailleurs. Clairement. Alors, pour comprendre d'où vient cette vision du monde si centrée sur l'économie, Thiel nous fait remonter le temps. Loin en arrière. On part où? À la naissance de l'ère moderne, la paix de Westphalie, en 1648. Ah oui, la fin de la guerre de 30 ans. Exactement. Il faut s'imaginer l'Europe de l'époque qui sort de décennies de guerres de religion atroces, un vrai traumatisme. Dans certaines régions d'Allemagne, la moitié de la population a été anéantie. Face à ce bain de sang, il fallait trouver une solution pour arrêter de s'entretuer au nom de Dieu. Et la solution a été radicale. On a décidé que les grandes questions existentielles, qui suis-je, Pichur, quelle est la vraie religion, Pichur, devenaient des questions privées. On les sort de la place publique. Voilà, c'est trop dangereux. En public, on ne parle que de choses neutres, le commerce, l'administration. C'est ce que Thiel appelle la grande retraite stratégique des Lumières. Et le philosophe qui a théorisé tout ça, c'est l'anglais John Locke. Oui, c'est lui qui a écrit le logiciel de nos démocraties libérales. Et son idée est incroyablement astucieuse. Il dit pas que ces questions sont sans importance. Il dit quoi alors? Il dit que la nature humaine profonde, au fond, on n'en saura jamais rien. C'est inconnaissable. Thiel utilise l'image du X humain, une inconnue dans l'équation. D'accord. Donc si je comprends bien, la tolérance vient pas d'un grand principe moral, elle vient d'un aveu d'ignorance, puisque je sais pas ce qui est vrai et que toi non plus, je peux pas te dire comment vivre. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. Et de cette ignorance découlent paradoxalement des droits très forts. Liberté de culte, d'expression et surtout droit à la propriété et au commerce. Puisqu'on peut pas se mettre d'accord sur le salut de nos âmes, mettons-nous d'accord sur comment faire du commerce. Voilà. Pour Locke, le capitalisme, c'est juste ce que font les humains quand on les laisse tranquilles. C'est un système génial pour acheter la paix sociale. On remplace la guerre sainte par la compétition économique. Mais Thiel y voit une faille, béante. La faille, c'est que ça marche que si tout le monde accepte les règles du jeu. Si tout le monde est d'accord pour mettre les grandes questions de côté. Et le 11 septembre, c'est le rappel brutal qu'une immense partie du monde n'a jamais signé ce contrat. Précisément. Pour beaucoup de cultures, leur paix de Westphalie n'a jamais eu lieu. Les questions de religion, de destin sont restées centrales, plus importantes que la vie elle-même. Thiel cite Ben Laden qui dit en substance « Vous aimez la vie, nous aimons la mort ». Ça illustre parfaitement le choc. C'est un choc entre deux systèmes de pensée totalement incompatibles. D'accord, donc si le modèle de Locke, ce pacte basé sur le commerce, ne fonctionne plus, on fait quoi? On est obligé de se durcir. Et c'est là que Thiel nous emmène sur un terrain beaucoup plus sombre. Il se tourne vers l'alternative radicale, le juriste allemand Carl Schmitt. Et là, on change complètement d'univers. L'ami et l'ennemi. C'est sa grande idée, ça.
Oui. Pour Schmitt, la politique, la vraie, c'est pas de l'administration, c'est la capacité à faire cette distinction, l'ami et l'ennemi. C'est une vision du monde terriblement binaire, non? Ça laisse pas beaucoup de place à la nuance. J'avoue que ça me met un peu mal à l'aise. C'est une pensée très dure, c'est sûr. Schmitt est une figure très controversée pour son passé nazi notamment, mais il l'utilise pour ce qu'il révèle. Et qu'est-ce qu'il révèle? Schmitt dit que faire semblant que l'ennemi n'existe pas, c'est la plus dangereuse des illusions. Un désarmement unilatéral, il a cette phrase terrible: si une partie de la population déclare qu'elle ne reconnaît plus d'ennemis, alors elle rejoint leur camp et les aide. Il donne des exemples. Oui, il rappelle que les aristocrates françaises ou russes idéalisaient la bonté du peuple juste avant de se faire guillotiner ou fusiller. Pour lui, la politique redevient sérieuse quand l'ennemi est reconnu comme tel. Et le 11 septembre, pour Thiel, c'est un de ces moments de clarté brutale. D'accord, mais le dilemme est terrible. Si l'Occident, pour se défendre, adopte cette logique de l'ennemi, ne risque-t-il pas de devenir comme ceux qu'il combat? Que reste-t-il des Lumières à la fin? C'est le piège de la victoire à la Pyrrhus, comme dit-il. Gagner la guerre, mais y perdre son âme. Devenir une forteresse paranoïaque. Et l'alternative, selon Schmitt, c'est quoi alors? C'est tout aussi effrayant. Un monde sans politique, sans cette tension, serait un monde pur divertissement. Une dystopie où les gens passeraient leur vie à s'amuser jusqu'à en mourir, sans plus jamais se poser de questions sérieuses. Un cauchemar pour lui. Ok, donc on est coincé. Locke, trop naïf, Schmitt, trop dangereux, on est dans une impasse. J'imagine que c'est là qu'intervient le fameux Léo Strauss. C'est exactement ça. Entre les deux, Thiel présente la troisième voie de Léo Strauss. Et son idée centrale est fascinante. Les grands penseurs du passé connaissaient des vérités terribles sur la politique. Des vérités si dangereuses qu'ils ne pouvaient pas les écrire noir sur blanc. Une vérité cachée. Ça sonne un peu complotiste, non? C'est une excellente question. Strauss dit que pour se protéger de la persécution, Socrate a quand même été condamné à mort, ces philosophes utilisaient un style d'écriture ésotérique. En surface, leurs livres ont l'air conformistes, mais pour le lecteur attentif, celui qui lit entre les lignes, ils sèment des indices, des contradictions subtiles. C'est un message codé en somme. Et quelle serait cette vérité si terrible? La vérité cachée, c'est que les sociétés, même les plus justes, sont presque toujours fondées sur un acte de violence moralement ambigu. L'exemple classique, c'est Romulus qui doit tuer son frère Rémus pour fonder Rome. La fondation de la cité juste repose sur un meurtre, et ça s'appliquerait même à un pays comme les États-Unis qui se voit comme fondé sur des idéaux de liberté. C'est ce que suggère Strauss. La grandeur de l'Amérique viendrait pas seulement de ses principes, mais aussi de ses déviations occasionnelles de ces principes. Pour survivre, une société doit parfois être capable de suspendre ses propres règles. Ça veut dire qu'il y aurait un double discours. Un pour le public, idéaliste, et une pratique secrète beaucoup plus dure pour les dirigeants. Très élitiste, oui. C'est l'idée qu'une société saine a besoin de secrets et d'une classe dirigeante qui n'a pas peur de se salir les mains pour protéger la cité. C'est une troisième voie, mais elle repose sur le non-dit. Le voyage est déjà intense, mais Thiel ne s'arrête pas là. Il termine avec un penseur encore plus déconcertant, le français René Girard. Ah oui. Et là, on entre dans une sorte de métaphysique de la violence. Le concept clé de Girard, c'est la mimésis. L'imitation, pour lui, c'est le moteur fondamental de nos désirs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit qu'on ne désire presque jamais un objet pour lui-même. On le désire parce que quelqu'un d'autre le désire. C'est le désir mimétique. Mon voisin achète une nouvelle voiture et soudain, je désire cette voiture. Il devient mon modèle, mais aussi mon rival. Et j'imagine que si tout le monde se met à désirer la même chose, ça mène pas à une grande harmonie. Pas du tout. Ça mène à une rivalité généralisée, puis à une escalade de violence sans fin. Une guerre de tous contre tous. Attends, je vais être sûr de bien comprendre. On désire ce que les autres désirent, ça mène au chaos, et l'humanité aurait dû s'autodétruire. Comment on a survécu selon Girard? La réponse de Girard est vertigineuse. On a survécu grâce à un mécanisme secret, inconscient et terriblement violent, le bouc émissaire. Au pic du chaos, la violence de tous par contagion va converger sur une seule victime. Et le meurtre de cette victime innocente? Un effet miraculeux, il purge la violence. Tout le monde se réconcilie sur la tombe de la victime, qu'on perçoit maintenant comme la cause du désordre. C'est le meurtre fondateur caché à l'origine de toutes les religions et cultures. C'est une théorie. Puissante et sombre. Mais le lien avec aujourd'hui, avec le 11 septembre. Le lien, et c'est le point final de Thiel-Goridé, c'est que la tradition judéo-chrétienne a, au fil des siècles, révélé ce secret. Elle a pris le parti de la victime.
le bouc émissaire est innocent. Le Christ sur la croix, c'est l'archétype de la victime innocente, dont la mort révèle la violence de la foule. D'accord. Et si le mécanisme est révélé, il ne peut plus fonctionner? Exactement. Il ne marche que s'il est inconscient. Une fois qu'on sait que la victime est innocente, le charme est rompu. Et c'est là que ça devient prophétique. On est privé de ce mécanisme de violence sacrée, limitée, qui nous protégeait. D'une violence bien pire. Une violence illimitée. Voilà. Illimitée et désacralisée. Et le mot que tu utilises pour décrire cette nouvelle forme de violence, sans frontières, qui peut frapper n'importe qui, c'est terrorisme. Le terrorisme serait une violence apocalyptique, au sens premier de révélation. C'est la violence à l'état pur, sans plus aucun garde-fou. C'est un parcours intellectuel absolument saisissant. Si on résume Manon Paul, on part de Locke, qui voulait enterrer les questions dangereuses. On passe à Schmitt, qui nous dit qu'elles reviennent nous hanter. Puis Strauss, qui pense qu'on peut les gérer en secret. Et on termine avec Girard, qui annonce que ces questions sont maintenant révélées à tous, avec des conséquences potentiellement apocalyptiques. Et Thiel, il ne propose pas de solution miracle. Il conclut que l'homme d'État moderne doit apprendre à naviguer dans ce monde post-lumière sans certitude. Et face à cette incertitude, il suggère une forme de prudence. C'est-à-dire, Dans chaque situation limite, la sagesse consisterait à pencher du côté de la paix. Parce que l'alternative à notre monde n'est pas claire. Ça pourrait être une violence sans fin, ou alors quelque chose de radicalement différent, et il l'espère de bien meilleur. On est dans cet entre-deux, ce moment très incertain. et après cette discussion, je crois qu'on peut laisser une question en suspens. L'essai de Thiel date de 2007. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis, les crises, la montée des populismes, la polarisation sur les réseaux sociaux, lequel de ces 4 penseurs, Locke, Schmitt, Strauss ou Girard, semble offrir la grille de lecture la plus pertinente pour notre époque? La question reste ouverte.